La Chine ou la lente dérive de tout un pays vers la guerre civile. La France annonce le gel de toute relation avec la Chine. Des millions d'Iraniens saisis par la folie. L'enterrement de l'ayatollah Khomeini a failli ne jamais avoir lieu. Solidarité gagne, le pouvoir polonais apparemment s'incline, mais Jaruzelski garde la haute main sur un pays en quête de liberté. Roland Garros, douché par la pluie, Steffi Graf et Stefan Edberg, qui a battu Mancini, se sont tout de même qualifiés entre les gouttes. Bonsoir, les événements sont de plus en plus douloureux et de plus en plus compliqués en Chine. Le pays est vraiment au bord de la guerre civile. Des militaires se sont sans doute battus entre eux ce mardi. D'autre part, les réactions de la communauté internationale se multiplient. Dernière en date, celle de Michel Rocard, le Premier ministre français, qui a décidé le gel des relations de tout niveau avec la Chine. Nous allons revenir sur tout cela et largement dans ce journal. Mais tout d'abord, l'image du jour. Un pays saisi par la démesure et l'hystérie. L'Iran survolté et hors de lui pour le dernier hommage de millions de citoyens à l'imam Khomeini. Finalement, l'imam a tout de même pu être inhumé. Jérôme Bonny. Retransmission solennelle à la télévision de Téhéran du dernier voyage de l'imam Khomeini. Voix étranglée du commentateur, mais les Iraniens n'étaient pas devant leur poste. Dès l'aube, ce matin, ils étaient venus de tout le pays rendre hommage à la Sainte Dépouille. Immense marée humaine de 5 à 6 millions de fidèles. Une foule comme jamais l'imam n'en avait vu depuis son retour d'exil en février 79. Prière dirigée par le grand ayatollah Golpayagani, entouré du président Khamenei et du fils de l'imam Ahmed Khomeini. Quelques instants plus tard, la douleur éclate. Le recueillement fait place à l'hystérie. Les fidèles entre les fidèles ne supportent pas la séparation, le déchirement d'avec celui qu'ils considèrent comme leur père. Ils se bousculent pour toucher le linceul. Cris, évanouissement, le deuil tourne au délire. Les funérailles doivent être interrompues. Un hélicoptère arrache le cercueil à la foule devenue incontrôlable. Plus tard, des passes d'Aran, dans un état second, empêcheront l'enterrement lui-même, se couchant dans la tombe où doit être placé le cercueil métallique. Ce n'est finalement qu'en fin d'après-midi, avec 5 heures de retard sur l'horaire prévu, que le corps sera enterré à l'abri des regards. Juste avant le coucher du soleil, la loi coranique est respectée. Éteignez la lumière, je veux dormir. Ce sont les derniers mots de l'imam rapportés par sa fille. Sans doute ignorait-il que le chemin de son dernier repos serait aussi mouvementé. L'Iran, un pays qui a de grosses possibilités économiques, notamment grâce au pétrole, un pays qui a une culture, qui a des traditions, mais un pays qui vient de subir une terrible guerre fratricide avec l'Irak, une guerre qui a saigné le pays. Alors, qu'est-ce que l'Iran aujourd'hui? Quel état des lieux peut-on dresser au moment de la succession de Khomeini? Françoise Joly. Dans ce miroir, cette jeune femme va découvrir le visage de son futur mari. Lui, aveugle, la face criblée d'éclats de mortier, est un martyr de la Révolution. À 17 ans, elle remplit sa mission, redonner de nouvelles vies à la République islamique. Effacer les traces de 10 ans de guerre par tous les moyens, le nouveau pari de l'Iran. Mais les séquelles sont encore nombreuses. Le chômage, il frappe officiellement 15% de la population, officieusement le double. Blessé de guerre, cet homme déclare attendre que le gouvernement lui trouve du travail. Et puis la population doit aussi compter, avec 25 à 50% d'inflation par an. Avec les difficultés d'approvisionnement, avec la pénurie de logements pour ce million de sans-abri en attente d'être logés. Et on sait que les produits augmentent de 1000 fois leur prix en quelques mois et ça c'est un gros problème pour la population avec un rationnement qui reste au moins aussi important si ce n'est plus
que pendant la période de guerre. Donc un mécontentement populaire qui est un peu explosif. Situation peut-être explosive, car il est vrai qu'une bonne part de l'argent disponible passe en priorité dans l'industrie pétrolière. Comme ici, à Abadan, la plus grosse raffinerie du monde, réparée, rafistolée en quelques mois. Mais le pétrole, principale ressource de l'Iran, suffira-t-il à financer la reconstruction du pays? Avec des revenus pétroliers, disons, de quelques 12 milliards de dollars pour les prochaines 12 milliards de dollars par an pour les prochaines années, cela ne suffit pas à financer ces projets de développement. C'est la raison pour laquelle l'Iran, comme pour l'Irak d'ailleurs, ont besoin de crédits étrangers. Appel à l'étranger, endettement, comme par exemple récemment avec Peugeot pour la fabrication de 405 à Téhéran, ou bien, autre solution, une indépendance économique pure et dure, c'est tout le débat qui agite les autorités islamiques. L'imam Khomeini s'était bien gardé de trancher. Un symbole peut-être, cet ordinateur est importé, mais avant tout calcul, il invoque le nom de Dieu. La Chine, c'est le plus grand pays du monde, il tangue maintenant comme un vaisseau sans gouvernail. La Chine au bord de la guerre civile, la Chine où toutes les régions se révoltent les unes après les autres. Mais il est bien difficile de savoir ce qui s'y passe réellement. Pékin a encore vécu une journée de révolte et d'incertitude. Récit d'un mardi pékinois encore sanglant, Philippe Lefebvre. C'était il y a quelques heures, alors que la nuit de mardi vient juste de tomber sur Pékin. Ces images que nous venons de recevoir confirment qu'une partie de l'armée continue sa mission de répression. Confirment aussi une situation de plus en plus confuse. Pékin n'est plus que rumeurs et informations difficilement vérifiables. Pourtant, toutes font état d'une fracture dans l'armée populaire de libération et de combats entre différents corps d'armée. Ici, les soldats tirent et tuent des manifestants. Là, on vise une caméra indiscrète. Ailleurs, aux abords de l'université de Pékin notamment, on assiste à de nouvelles scènes de fraternisation. Des témoins ont vu des centaines de Pékinois sortir de chez eux pour applaudir la 38e armée. Elle est supposée avoir refusé de mater la révolte étudiante. Si certains continuent de quitter l'université de Pékin, redoutant un assaut de ce qui a été il y a 7 semaines le berceau de la contestation, la grande majorité des protestataires s'est barricadée dans le campus et s'est installée pour soutenir le siège. Face à cette situation chaotique, plusieurs ambassades occidentales ont décidé d'évacuer leurs ressortissants ou d'aider à certains départs. C'est le cas des Américains, c'est le cas de la représentation française. À l'aéroport de Pékin, on fait difficilement face à l'afflux de ceux qui quittent. Le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne ont affrété des vols charters. Dans la capitale chinoise, souillée par ce début de guerre civile, l'administration, bien que contrôlée par le Parti communiste, ne tourne plus qu'au ralenti. L'agitation s'est étendue aussi à de nombreuses villes de province, comme ici, à Shanghai. On y fait état de grèves, de manifestations, de voies de chemin de fer coupées et de centaines de morts aussi. En tout cas, dans tous les témoignages recueillis sur place, deux questions: où est le pouvoir? Qui dirige la Chine? Voilà donc pour cette journée et pour l'extension des troubles en province. Au téléphone maintenant en direct avec nous, notre envoyé spécial que nous retrouvons chaque soir, Bruno Le Dreff. Bruno, tout de suite, on sait maintenant qu'il est 3 h du matin, c'est quand il est 20 h à Paris. Alors que se passe-t-il maintenant en ce moment à Pékin ? Eh bien Hervé, cette nuit à Pékin, je dirais, est faussement calme. Pour la première fois depuis bien longtemps, les rues de la capitale ont été très tôt désertées par la population. À 22 h, il ne restait déjà presque plus personne dehors et les rares Pékinois que j'ai rencontrés m'ont conseillé d'ailleurs de rentrer rapidement. Les soldats sont très nerveux ce soir, m'a-t-on dit, ils tirent sans sommation. Il est vrai que la rumeur qui circule dans la ville depuis 2 jours se fait de plus en plus insistante. Un nombre important de troupes serait massé dans le sud de Pékin et s'apprêterait à livrer bataille à la 27e armée qui occupe la ville. Les premières escarmouches auraient même commencé selon certaines informations. Alors effectivement, on a entendu parler d'affrontements entre militaires entre eux. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais écoutez, il est très difficile de vérifier ces informations, car vous l'avez compris en entendant le commentaire de Philippe Lefebvre, on ne circule pas facilement dans la ville, surtout quand on est occidental. Ce qui est certain en tous les cas, c'est que l'on entend régulièrement des tirs d'armes lourdes qui ne sont évidemment pas destinés à réprimer la ville. Moi-même, j'ai compté une dizaine de coups de canon au début de la nuit, et dans l'heure qui vient de s'écouler, j'ai également entendu des tirs de mitraillettes qui semblaient provenir de l'ouest de Pékin. Alors vous comprenez bien que la population est inquiète, les Chinois, mais aussi les Occidentaux et de nombreuses ambassades ont conseillé à leurs ressortissants de quitter la Chine. Et effectivement, les étrangers s'en vont de plus en plus? Oui, absolument. Je suis allé à l'aéroport en fin d'après-midi. Tous les vols internationaux étaient pris d'assaut par des familles, dont beaucoup m'ont d'ailleurs dit être très soulagés de quitter Pékin. Pour l'instant, la France n'organise pas de vols spéciaux. Air France a cependant décidé de ne pas envoyer son avion cargo habituel pour le prochain vol de samedi, mais plutôt un 747 qui pourra accueillir environ une centaine de passagers supplémentaires. Il faut savoir qu'il y a environ 1200 Français qui résident actuellement en Chine, dont 900 à Pékin. Et à ces chiffres, il faut bien évidemment ajouter les touristes et les hommes d'affaires, dont le nombre est difficile à évaluer. Je voudrais juste ajouter, pour ne pas trop inquiéter les familles qui se trouvent en France, que pour l'instant, si on reste chez soi ou dans son hôtel, on ne risque tout de même pas grand-chose à Pékin. Merci Bruno, et nous vous retrouvons bien sûr dans nos prochaines éditions. En tout cas, si les rumeurs d'affrontements de militaires entre eux se confirmaient, ce pourrait être le véritable début de la guerre civile. L'armée, bien sûr, a joué un rôle décisif dans les événements de ces derniers jours. Et pour comprendre son action, il faut savoir de quoi est faite cette armée, qui compte, je vous le rappelle, 3 250 000 hommes. Aubry Edler. C'est l'image symbole, celle que retiendra peut-être l'histoire des combats qui opposent à Pékin une armée disciplinée mais divisée à un peuple affolé mais solidaire. Pendant 7 semaines, en effet, la troupe chargée d'apaiser la révolte estudiantine n'a pas pu mener à bien sa mission. Alors qu'une partie des unités se laissait convaincre par la population de ne pas pénétrer dans la ville, les manifestants tentaient de repousser les convois militaires déjà parvenus à Tiananmen. Si l'on a assisté à des scènes de fraternisation entre étudiants et soldats appartenant à la même jeunesse chinoise, on voyait aussi d'autres unités conspuées et humiliées. Ce sont ces mêmes hommes, tous membres de la 27e armée, restés seuls dans la capitale chinoise, qui recevront samedi soir de la commission militaire centrale, dirigée par Deng Xiaoping, l'ordre de tirer dans la foule. Son intervention brutale et meurtrière ravivera les divisions dans l'armée, provoquant même désormais des affrontements entre la 27e brigade, responsable du massacre, et d'autres unités, notamment la 38e, restée aux portes de la capitale. C'est une situation d'affrontement entre le 27e corps d'armée, qui est seul apparemment dans Pékin, et qui a provoqué le massacre, qui est commandé d'ailleurs par un fils du chef de l'État, et puis d'autres corps d'armée qui sont autour de la capitale, dans la banlieue et à l'extérieur. Créée en 1927, véritablement structurée au lendemain de la Longue Marche en 1949, l'armée populaire de libération jouit pendant des années derrière Mao d'un prestige considérable auprès du peuple. Une admiration et une confiance qui commencent à s'émousser au moment de la révolution culturelle. Dès son arrivée au pouvoir en 1977, Deng Xiaoping, suscitant des haines tenaces, engage des réformes qui n'épargnent pas l'armée chinoise. Théoriquement garante de la stabilité nationale, c'est cette armée à la fois démobilisée et rancunière qui se déchire aujourd'hui. Une situation qui pourrait bien priver Deng Xiaoping de toute alternative à la guerre civile. Après la terrible répression en Chine, la France à son tour réagit. Le Premier ministre Michel Rocard a annoncé tout à l'heure à l'Assemblée le gel des relations de tout niveau avec la Chine à la suite des événements de Pékin. François Mitterrand a lui aussi évoqué la Chine tout à l'heure. C'était au cours de la conférence de presse qu'il tenait à l'issue de son voyage officiel de 2 jours en Tunisie. Alors je vous propose tout de suite d'écouter ce qu'a dit M. Mitterrand et ensuite nous entendrons les propos du Premier ministre Michel Rocard. Un régime qui, pour survivre, doit tirer sur la jeunesse qu'il a formée,
et qui se dresse contre lui au nom de la liberté, ce régime n'a pas d'avenir. Et je poursuivais en exprimant ma désapprobation à l'égard de méthodes de violence, en souhaitant que le dialogue enfin se réinstaure. Les États membres de la communauté européenne sont à l'heure actuelle, en ce moment même, en train de coordonner leur attitude à l'égard de la Chine. Et en ce qui concerne le gouvernement français, il est clair que nous entendons geler dès maintenant les relations de tout niveau avec la République populaire de Chine. Voilà donc ce qu'ont dit le président de la République et le Premier ministre Michel Rocard. Georges Bortelis, cela mérite une petite explication de texte. Que signifie précisément le gel des relations de tout niveau avec la Chine, comme l'a dit M. Rocard? Ça a une première signification dans le langage diplomatique, c'est qu'il n'y aura plus d'échange de visites officielles, on ne verra plus de ministres français en Chine. Et quant au Premier ministre chinois, M. Li Peng, qui était officiellement invité à venir en France avant la fin de l'année, disons qu'il est désinvité. Ça n'est pas une rupture des relations diplomatiques, hein, on ne retire pas les ambassadeurs. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut plus parler à tous les niveaux, président de la République, Premier ministre, ministre, on ne peut plus parler avec des dirigeants chinois qui font tirer sur leur propre peuple. Alors, ça n'a pas de signification économique, de signification sanction économique directe, mais il me semble que dans un pays comme la Chine, où l'économie est encore très centralisée, très étatisée, disons, ce refroidissement des relations politiques ne peut avoir qu'un effet de refroidissement sur les investissements, disons, français. Et d'ailleurs, on vient d'avoir un exemple qui concerne la communauté. Ce matin, à Bruxelles, M. Delors, le patron de la communauté, a refusé de recevoir un ministre chinois et de fait, il a ainsi gelé les négociations commerciales entre la communauté européenne et la Chine. Alors hier, des mesures de George Bush, aujourd'hui les mesures de la France, de la communauté. Vous n'avez pas l'impression tout de même que toutes ces mesures sont un peu dérisoires face à un pays si grand et si complexe? Écoutez, on ne sentira pas s'il y a un gel des investissements étrangers en Chine, on ne le sentira pas au fin fond d'un village du Sichuan, n'est-ce pas? Mais il y a tout le côté Chine moderne, Chine qui se modernise à toute allure, ça c'est très visible dans les grandes villes, c'est une modernisation qui a été voulue justement par Deng Xiaoping. Elle a quand même apporté un mieux-être important, le niveau de vie a doublé en 10 ans, ça s'est fait grâce à des capitaux étrangers, grâce à la technologie étrangère, donc c'est un secteur où les Chinois sont particulièrement vulnérables. Et je dirais même qu'avant toute idée de sanctions économiques qu'appliqueraient les Européens, les Japonais, les Chinois de l'extérieur de Hong Kong, etc., le gouvernement chinois s'est auto-sanctionné lui-même, car les investisseurs étrangers, quand ils voient les images qui viennent de Chine, quelle peut être leur réaction, sinon la prudence? Merci Georges. Et puis pour terminer ce chapitre sur la Chine, cette belle initiative des avocats, ils lancent une opération 10 000 avocats pour la Chine. Ces avocats français proposent que chaque Chinois blessé ou arrêté soit pris en charge par un avocat en France ou en Europe, un avocat qui assurerait le suivi du dossier. Tout cela, bien sûr, en liaison avec les associations chinoises des droits de l'homme. Et déjà, de nombreux avocats européens ont répondu positivement à cette initiative. Le triomphe de solidarité aux élections polonaises, c'est une situation complètement nouvelle qui est maintenant instaurée en Pologne. Le pouvoir, c'est-à-dire le Parti communiste, a reconnu sa défaite et semble jouer le jeu en acceptant de partager les responsabilités avec solidarité. Alors sur cette déroute du pouvoir, la première de cette ampleur dans une démocratie de l'Est, les explications de notre envoyé spécial à Varsovie, Jacques Merlino. Le raz-de-marée Solidarność est symbolisé ce soir à Varsovie par ces grands panneaux où s'additionnent les noms des élus. Sur la place de la Constitution, chacun peut alors prendre conscience de l'ampleur du succès. Un succès tel que, contre toute attente, Solidarność, à 2 ou 3 voix près, est maintenant en position de choisir le prochain président de la République. Pour tous ceux qui se présentaient sous les couleurs du Parti communiste, le réveil est brutal. Grégory Touderek est de cela. Nous l'avions suivi la semaine dernière. Il était alors si sûr de triompher qu'il se ferait le luxe, en pleine campagne électorale, de jouer au tennis. Aujourd'hui, il cherche à comprendre. Je pense que c'est une bataille perdue, mais pas une guerre perdue. Il nous faut maintenant réfléchir tranquillement sur les causes et les conséquences du choix des électeurs. La coalition ne s'attendait pas à une telle défaite, ni Solidarność à une telle victoire. Aujourd'hui, des deux côtés, nous sommes en état de choc.
Il ne faut manifester aucune émotion, répond Neko Lejvaleza. Sinon, il n'y aura plus jamais d'élection libre, car le pouvoir dira que nous ne sommes pas responsables. L'urgence maintenant est de redresser la situation économique. Après un long délai de réflexion, le pouvoir a reconnu sa défaite et a publié un communiqué appelant à la co-responsabilité dans la conduite des affaires du pays. En clair, cela signifie que le gouvernement polonais s'engage à poursuivre la voie démocratique, et cela malgré son échec électoral, et qu'il propose à Solidarność de former, maintenant ou plus tard, un large gouvernement d'entente nationale. Enfin, à l'Est toujours, mais beaucoup plus à l'Est cette fois, les nouveaux troubles en Ouzbékistan, une région d'Union soviétique, qui se trouve dans la partie asiatique de l'Union soviétique. Il y a eu des affrontements entre ethnies différentes, les Ouzbeks contre les Meskhets d'origine turque. Il y a eu des dizaines de morts et 200 blessés le week-end dernier, un nouveau problème régional très sérieux pour Mikhail Gorbatchev. Voilà, fin de cet important chapitre étranger. L'actualité politique en France, c'est d'abord le débat sur la motion de censure à l'Assemblée, une motion déposée par l'opposition RPR-UDF contre la politique d'immigration du gouvernement. À l'instant même, j'apprends que, comme prévu, le gouvernement n'a pas été censuré. La motion déposée par l'opposition n'a recueilli que 264 voix au lieu des 289 nécessaires. En tout cas, ce débat était l'occasion d'un affrontement des ténors de la Chambre. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui a ouvert, compte rendu de Pascal Guimier. Il faisait un de ces temps à ne pas mettre un député dehors. Malgré tout, l'offensive de l'opposition n'a pas vraiment fait le plein des troupes cet après-midi. Censure UDF-RPR, Giscard premier de cordée, pique contre Laurent Fabius, son rival aux européennes, avant une critique sur le fond. Pour VGE, immigration rime bien avec élection. Je ne souhaite pas qu'on fasse jouer aux immigrés le sort qu'on réservait jadis au débat sur l'école privée. Une arme de division qu'on ressort lorsque les autres sont émoussés. Passage de relais et second coup de boutoir, Jacques Chirac. Loi de circonstance, arrière-goût idéologique, arrière-pensées électorales, le président du RPR désigne clairement sa cible. Dans cette affaire, la responsabilité de M. Mitterrand est entière. Il a entendu, seul, imposer à tous une conception personnelle de la situation des étrangers en France. En réponse, l'ironie d'un Louis Mermaz, européenne encore, pour le président du groupe socialiste, la motion de censure ne cache pas que la liste d'union n'arrive pas à décoller. Européenne toujours, c'est enfin Michel Rocard qui évoque une certaine tournée électorale de Giscard et Chirac en Auvergne. Célébrer la victoire de l'identité française à Gergovie, c'est supposer sa défaite à Alésia quelques mois plus tard. Plutôt que de marcher sur les brisées de l'extrême droite, vous feriez mieux de chercher dans le génie national ce qui fait sa grandeur et son universalité. Bref, échange de bons procédés, à chacun ses arrière-pensées. Les députés viennent de finir de voter, le résultat s'annonce sans surprise, ce n'est pas ce soir que le gouvernement sera renversé. Où l'on reparle de l'affaire Boutboul, Dari Boutboul, la femme jockey et sa mère ont de nouveau été entendus et placés en garde à vue par les policiers. Cette fois, il ne s'agit pas de l'assassinat jamais élucidé de Jacques Perrault, le mari de Dari Boutboul. Les deux femmes, cette fois, ont été entendues dans le cadre d'un autre assassinat, celui de Bruno Dassac, un représentant de commerce qui avait des liens avec le milieu. Rappel des deux affaires, Rémi Roche. Bruno Dassac, dont le corps était repêché en mai 88 dans un bassin du port du Havre, n'était pas mort accidentellement. Il avait été abattu d'une balle de 357 Magnum. Sa voiture avait été retrouvée à proximité, incendiée. Et Dassac n'était pas simplement le VRP tranquille que certains croyaient. Il menait une double vie qui l'amenait, semble-t-il, à fréquenter assidûment les cercles de jeu, le milieu des courses et le milieu tout court. C'est dans le cadre de cette affaire de meurtre que Dari Boutboul et sa mère, Elisabeth Kons-Boutboul, sont actuellement entendus à Paris par des policiers de Rouen. On se souvient qu'en décembre 85, l'époux de Dari Boutboul, l'avocat Jacques Perrault, avait été abattu dans son immeuble. Un meurtre de professionnel qui n'a jamais été élucidé, mais l'enquête avait mis en lumière l'univers singulier de la famille Boutboul.
Un père qui se fait passer pour mort, une mère à la tête d'une grosse fortune, ancienne avocate radiée à la suite d'une escroquerie au détriment d'une congrégation religieuse. L'audition d'aujourd'hui de la mère et de la fille Boutboul doit-elle laisser penser que les deux affaires sont liées? Certaines rumeurs font état de relations ou même de rapports professionnels entre Dassac et les deux femmes, mais dans les milieux proches de l'enquête, on indique qu'elles ne sont entendues qu'au titre de simple vérification et pourtant leur garde à vue pourrait être prolongée de 24 heures. Bien compliqué. Deuxième affaire, juridico-mondaine encore, l'affaire Joffo. Demain a lieu la vente des bijoux dont le célèbre coiffeur avait été accusé de recel. Mais Maurice Joffo a provoqué tout à l'heure un coup de théâtre. Emmanuel Vanier. Un visiteur pas comme les autres cet après-midi à l'hôtel Drouot. C'est Maurice Joffo lui-même qui vient voir son ancienne collection de bijoux. Ici sont exposés tous les pierres, les bracelets, les pendentifs saisis il y a 4 ans par la justice. Novembre 84, Maurice Joffo est arrêté puis inculpé de recel de vol aggravé. Il est présenté comme le receleur du siècle. Tous ces bijoux, il les aurait achetés à des truands. Octobre 86, le procès, Maurice Joffo est condamné à 5 ans ferme. Le tribunal a précisé qu'il n'avait pu fournir aucune facture. Mais aujourd'hui même, à la veille de la vente de la collection par les douanes, le Monde Piété a convoqué Maurice Joffo. Dans leurs archives, ils ont retrouvé la facture concernant la plus belle pièce de la collection, cette pierre de près de 13 carats, vendue tout à fait légalement à Maurice Joffo en 1976. On m'a condamné. Et dans mon procès verbal de condamnation, donc autrement dit la grosse... Monsieur Joffo n'ayant pu fournir aucune facture, on lui saisit ses bijoux. Or, j'ai une facture pour chacun de ces objets. Pour chacun de ces objets. Et puis, je défie qui que ce soit de trouver un bijou volé là-dedans. Vous allez essayer de les racheter demain? Non, monsieur, je ne peux plus me permettre de racheter. On ne peut pas racheter en une journée ce qu'on a mis 40 ans pour acheter. L'avocat de Maurice Joffo a réuni les factures de la plupart des bijoux qui seront vendus demain. Des factures qui n'ont pas été présentées lors du procès pour une raison que l'on ignore. Il est trop tard pour tenter d'arrêter la vente. Maurice Joffo a donc décidé d'introduire une action pour demander la révision de son procès. À l'instant même, le verdict. Pascal Dolic vient d'être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans par la cour d'assises de l'Oise. Pascal Dolic, vous en souvenez, c'est ce boucher de 29 ans qui était inculpé de 6 assassinats par dépit amoureux. Les jurés lui ont refusé les circonstances atténuantes. D'autres informations importantes de ce jour, tout de suite avec Éric Perrin. Et tout d'abord, la décision du Premier ministre Michel Rocard à propos de l'armée. On va examiner de près le coût des programmes de défense et surtout, on va réduire le nombre d'essais nucléaires dans le Pacifique. Michel Rocard décide de réduire le nombre des essais nucléaires français dans le Pacifique. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé un audit sur les coûts des programmes militaires réalisé avec des cabinets privés. Cet audit devra examiner quelques programmes passés et évaluer les procédures d'exécution des programmes futurs. 13e succès consécutif pour Ariane. Le lancement initialement prévu pour le 26 mai avait dû être reporté à la suite d'un incident technique. La fusée européenne a finalement mis sur orbite cette nuit 2 satellites, l'un japonais, l'autre ouest-allemand. Prochain vol le 23 juin. Le rejet de gaz radioactif dimanche dernier à la centrale nucléaire de Tricastin était bien accidentel. Le SCPRI précise aujourd'hui que cet incident est sans conséquence pour les habitants et l'environnement. Commémoration du 45e anniversaire du débarquement en Normandie. La reine-mère d'Angleterre, qui participait personnellement à la cérémonie, a inauguré une stèle à la mémoire de tous les alliés qui ont participé au débarquement. De nombreux véhicules d'époque se sont rassemblés pour une reconstitution du jour J. Quelques résultats de sport. D'abord du cyclisme avec Laurent Fignon, toujours maillot rose du Tour d'Italie après la 17e étape. C'est Phil Anderson qui a remporté cette étape. Et puis en football, le Racing reste en première division sous l'appellation de Racing Paris 1, à la place donc du Matra Racing, mais le club jouera bien en première division. Et puis le tennis, eh bien tout de suite nous retrouvons Jean Mamère à Roland-Garros. Mon cher Jean, contrairement à hier, les caïds se sont fait respecter aujourd'hui. Oui, il faut dire qu'il y a eu peu de rencontres disputées en raison de la pluie, vous ne l'ignorez pas. Mais effectivement, la logique a été respectée. Donc Steffi Graf, numéro 1 mondial, qualifié. Et Stefan Edberg, numéro 3 mondial, qualifié également. Mais je vous le disais, la vraie vedette d'aujourd'hui, ça a été sans aucun doute la pluie qui a interrompu toute la journée le cours des parties, sans cependant fausser le résultat final.
Quelques quarts de finale ont donc eu lieu, notamment Stefan Edberg au service ici opposé à Mancini, l'Argentin. Mancini, numéro 13 mondial, qui n'a pas pu grand-chose aujourd'hui face à un très bon Edberg, le plus bel volée de ce Roland-Garros 1989. Même s'il l'emporte en 3-7, Edberg a eu du mal à conclure le dernier. Mancini est un joueur très physique, il pensait sans doute rester plus longtemps sur le court, une tactique que visiblement Edberg voulait éviter. Edberg est donc le premier qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros. Quant à Steffi Graf, sans battre un record de rapidité, elle n'a pas traîné. Un premier set expéditif, un deuxième un peu plus poussif, sans doute gêné par les arrêts dus à la pluie. Mais ce n'est pas aujourd'hui de toute façon que Steffi Graf s'est beaucoup dépensée. Alors il y a tout de même peu de qualifiés, Hervé, pour les demi-finales pour l'instant. Chez les féminines, Arantxa Sanchez, l'Argentine s'est qualifiée. En ce moment même, Marie-Jo Fernandez, l'américaine, est opposée à Kelesi. Elle a remporté le premier set et elle est à égalité en ce moment avec la canadienne dans le deuxième. Monica Seles, la Yougoslave, joue contre la Bulgare Maleyeva, 1-7-0 en faveur de Seles. Et chez les hommes, eh bien en ce moment, Boris Becker est sur le central. Il est opposé à Berger. Il a pris le premier set et il mène 5-3 dans le deuxième. Une rencontre qui, à mon avis, ne sera pas terminée avant la nuit. Il en sera de même sans doute pour l'une des deux rencontres féminines, notamment Marie-Jo Fernandez et Kelesi, qui sont assez proches l'une de l'autre dans ce deuxième set. Merci Jean, et bien sûr tous les résultats dans Morceau choisi tout à l'heure avec Christian Quidé. Voilà, il me reste à vous donner les résultats du tiercé. Le tiercé, c'est 8-19, 9142 francs 50 dans l'ordre, 823 francs 50 dans le désordre. Tout de suite, la météo avec Sophie Davant, dernière édition Henri Sagnier vers 23h20. Demain, Télématin, 6h30. Attention, dans Télématin, un spécial bac en direct du lycée Carnot avec à 8h25, Chantal Kimerlin qui donnera aux parents tous les sujets sur lesquels leurs enfants sont en train de plancher, histoire sans doute d'accroître leur angoisse. Voilà, et puis 13h, comme chaque jour, Patricia Charnelet, William Lémergie. À demain, 20h. Bonne soirée.